Bonjour, nous sommes le dimanche 31 juillet 2016. Je voudrais aborder un certain nombre de sujets en rapport avec l'astrologie, autour de trois thèmes, quatre thèmes même. La notion de prévision, la notion de précision et la notion d'observation. Trois thèmes. Alors, la notion de prévision, il y a une ambiguïté qui est bien connue. J'ai prévu, ça peut vouloir dire de la part de quelqu'un qui est un décideur que les choses sont programmées comme ça, qu'il y a un scénario qui va aller dans ce sens-là. Donc là, il ne prévoit pas quelque chose qui lui échappe, quelque chose qui devrait se produire, mais sur lequel il n'aurait pas de pouvoir, de sorte. Sinon, le pouvoir de prévoir ce qui va se produire. Et dans le cas j'ai prévu, c'est-à-dire je détermine ce qui va se passer ou ce qui doit se passer. C'est pas du tout la même chose. De la même façon, précision, ça peut vouloir dire que l'on agit avec précision, ou ça peut vouloir dire aussi que l'on va apporter de la précision. On va préciser les choses. C'est-à-dire qu'on va partir de quelque chose qui a déjà été formulé et on va ajouter une précision. Le mot précision, c'est à la fois un constat, mais c'est aussi une action de préciser. De même que la prévision, il y a l'action de prévoir. Mais il y a aussi le constat de ce qui est prévu. Alors, toutes ces notions-là ne sont pas d'une clarté absolue. Je voulais le signaler pour dire que on emploie des mots qui sont à double entente. Parce que, par exemple, notre ami Roger Eke parle de précision, mais cette précision implique l'addition, l'ajout d'un certain nombre de dispositifs. Et quelque part, c'est contre-productif, parce que le modèle devient de plus en plus complexe, donc de moins en moins précis. En même temps, il peut vouloir correspondre et répondre à une demande de précision. Mais pas une demande de précision dans la qualité du modèle, mais une demande de précision dans ce que l'astrologue va pouvoir dire. C'est tout à fait la même chose. Alors je passe à la notion d'observation qui est aussi une notion extrêmement complexe. Car on peut observer ce qui a été dit, ou on peut observer le monde et en tirer des enseignements. Débat qui renvoie à la question de la théorie et la pratique. Débat qui est très confus en fait aussi. La véritable signification du mot observer, il faudrait rapprocher aussi de la notion d'observance. Celui qui observe les lois d'un culte, celui-là, il n'observe pas le monde. Il voit le monde à travers la grille de ce culte. En astrologie, souvent, c'est dans ce sens-là qu'on observe les choses. On observe que ce qui a été dit est vrai. Mais comment le sait-on que c'est vrai? Parce qu'on voit le monde de ce point de vue. Il n'y a pas de véritable contact avec la réalité. Cette réalité, elle est déjà biaisée, elle est déjà perçue sous un certain angle. Moi, je préfère la démarche d'observation qui ne passe pas par une grille de lecture, dans un premier temps en tout cas. C'est-à-dire ce que l'on peut observer avec son intelligence, sans aucun enseignement particulier. Ce qu'un enfant peut observer du monde, par exemple. Par exemple, il voit qu'il y a des garçons et des filles.
Il n'a pas besoin de le lui dire. Il peut poser des questions sur le pourquoi, mais pas sur le quoi. De la même façon, il voit qu'il y a des enfants qui sont blonds ou qui sont bruns, qui sont habillés comme ceci ou comme cela. Il va faire des rapprochements, il va faire des recoupements. Il va observer. Il va comparer. C'est ça son bagage. Il a un double bagage. Oui. Il a le bagage de ce qu'il observe, et puis il a le bagage de ce qu'il apprend. De ce qu'il apprend, du langage qu'il assimile progressivement, et qui est autrement plus complexe et compliqué que ce qu'il peut observer. C'est déjà un problème en soi. Cette espèce de saturation, pléthore des mots qui va bien au-delà de ce qu'il est normalement observé. De ce qui est normalement observé. Et de la même façon, alors soit on cesse d'observer le monde, on refuse d'observer le monde, on est dans le déni de ce que l'on peut voir du monde, et on ne veut plus le voir qu'au travers de certaines lunettes. Qui nous donnent en quelque sorte une vision déformée du monde. Et puis alors il y a la question sur laquelle je reviens souvent, de la cécité. Celui qui ne voit pas bien les choses, comme ces aveugles près d'un éléphant, qui n'en voient que le morceau, la partie avec laquelle ils sont en contact, mais pas le reste, alors que les autres aveugles voient d'autres choses, parce qu'ils ne sont pas en contact avec la même partie de l'animal. Les aveugles se nourrissent beaucoup plus du langage que ceux qui observent. Pour les aveugles, le langage est vraiment leur réalité. C'est leur monde, c'est leur bouillon de culture. Alors que pour les voyants, la communication avec d'autres voyants peut se faire très simplement. On observe quelque chose, comme le nez au milieu du visage. À vue de nez, on dit. Ce qu'on appelle à l'œil nu. Il n'y a pas besoin de longs discours pour, comme dirait Napoléon, il n'y a pas besoin de longs discours. Il suffit de voir, de faire un dessin éventuellement. Et tout le monde est d'accord. Donc il y a des accords, que lorsque il y a dans un groupe à la fois des gens qui voient et des gens qui ne voient pas. À ce moment-là, on est obligé d'entrer dans le langage, ceux qui voient doivent parler, doivent décrire, et puis on va discuter de ce qu'ils ont dit, et ça devient beaucoup trop compliqué. On se perd dans les discussions sémantiques. Tout simplement parce qu'on n'a pas de repères visuels. Tout le monde n'a pas les repères visuels, certains les ont et d'autres ne les ont pas. D'où le problème de la mixité des groupes. Peut-on mélanger dans un groupe des gens qui n'ont pas la même perception, qui n'ont pas la même acuité? Et inversement, ceux qui ont la même démarche peuvent plus facilement s'entendre que ceux qui ont des démarches visuelles, qui ont un rapport au langage identique. Les femmes s'entendent entre elles parce qu'elles ont un rapport au langage qui est du même ordre en quelque sorte. Et les hommes s'entendent entre eux parce qu'ils ont un rapport à l'observation, au visuel, tout simplement est le même, par le fait même du fonctionnement de nos sens. Mais le sens visuel est beaucoup plus évident, puisque le mot évident veut dire voir,
beaucoup plus flagrant. Là, on parle de flagrant délit, d'ailleurs, pas besoin de discuter, il n'y a pas besoin de raconter. On voit, on a vu, voilà, c'est sous nos yeux. De même que le football est quelque chose qui satisfait la dimension visuelle. On voit ce qui s'est passé, on voit que le but a été marqué ou pas. On n'a pas besoin de discuter de ça. Mais quelqu'un qui est aveugle, il dit, vous avez dit quoi? Vous avez employé quel mot? Qu'est-ce que ça veut dire, cette façon de parler, le ton que vous avez employé, les mots que vous avez employés, c'est pas ça. On peut continuer indéfiniment. Ou par exemple, quelqu'un, je sais pas moi, traverse la rue en dehors des passages cloutés ou en dehors des feux, et puis on lui dit, mais qu'est-ce que vous avez fait là? Mais qu'est-ce qui vous a pris? On lui dit, mais qu'est-ce que c'est que ce ton que vous prenez? Et comment vous me parlez? Et pourquoi vous ne m'avez pas dit d'abord bonjour? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Il va vous mêler, il va vous embrouiller dans toute une question de comment il faut parler, comment il faut s'exprimer, comment il faut dire les choses. Par exemple, vous allez dans quelque part, si vous dites je voudrais ceci, elle dit ah, dites d'abord bonjour. L'autre jour, j'ai répondu à la personne, ah bon, vous avez besoin de ce mot bonjour pour pouvoir vous déclencher, pour pouvoir fonctionner. Les gens qui sont complètement dans la parole, qui ne voient pas le regard, qui ne voient pas le sourire, qui ne voient pas la personne, qui simplement entendent ah. Donc finalement, quand quelqu'un réagit à vos mots, c'est qu'il ne vous voit pas en fait. Il ne vous voit pas. C'est comme s'il était aveugle, il entend. Il entend que vous avez dit cette formule-là, que vous lui avez parlé sur ce ton-là. Il ne contextualise pas vos propos. Vos propos vous réduisent, vos propos vous résument. Vous pouvez dire avec un sourire charmant, avec énormément de gentillesse, quelque chose comme ça, une attitude très accueillante, mais vous n'avez pas dit le mot qu'il fallait, ou vous n'avez pas dit sur le ton qu'il fallait, ou vous n'avez pas employé les mots qu'il fallait. Or, comme la personne ne peut fonctionner que par ce créneau-là, créneau particulier, eh bien, elle ne capte pas, elle ne vous dit, elle ne voit que ce que vous avez fait, ce que vous avez dit à cette personne, et le faire, pour elle, c'est tout simplement, en effet, les mots qu'on emploie. Alors, vous savez que les astrologues fonctionnent, c'est un travail qui passe beaucoup par les mots. Hein, quand un astrologue parle, souvent d'ailleurs, il va traduire, soi-disant, ce qui est dans le thème, il va le traduire. Souvent, j'ai une discussion là-dessus. Est-ce que vous employez les termes astrologiques pour communiquer avec votre client ou pas? Généralement, non. C'est non, finalement, on traduit. Donc, on traduit, alors on peut tout vendre. Bon, là encore, on n'est plus dans l'observation du thème astral, on est dans ce qui en est dit. Et effectivement, comme le client est un aveugle par rapport au thème astral, comme il ne le voit pas, c'est pas la peine de le lui décrire, puisqu'il ne le voit pas et ça ne fait pas beaucoup sens pour lui. On va lui donner du sens, on va lui en parler. L'astrologue parle au client de son thème, parce que son client ne voit pas le thème, ou cette vision qu'il peut avoir, c'est une vision qui ne veut rien dire, puisqu'il n'est pas initié aux arcanes de l'astrologie, il n'en connaît pas non plus d'ailleurs les symboles, les icônes, les glyphes. Donc finalement, il a impérativement besoin d'un truchement, d'un traducteur, d'un commentateur, pour capter cet objet qu'il ne voit pas. Il le voit, mais en même temps, il ne le voit pas. Voilà, c'est un peu ça. Et ça, c'est souvent ce qui se passe. Il y a des gens qui voient, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas, ne captent pas. Pour terminer, je dirais que le client, de toute façon, au lieu de regarder le monde et de se situer par rapport au monde et de voir ce qui le rapproche ou ce que le différencie
des autres, par ses propres sens, par sa propre intelligence, il ne voit plus le monde du fait de l'astrologie, du fait de l'astrologue, que par ce qu'on lui en a dit. Et ce qu'on lui en a dit, il n'est pas en mesure de le confronter à ce qu'il peut en observer. Il n'observe que ce qu'on lui a dit. Voilà. Ou alors, si on préfère, il préfère s'en tenir, donc observer, pas dans ce sens d'observer le monde, mais d'observer, de respecter en quelque sorte les propos qu'on lui a tenus, de s'en tenir à ces propos-là, de se conformer à ces propos-là, de, en quelque sorte, de se voir à travers ce qu'on lui a dit, mais sans chercher à recouper, sans chercher à comparer, sans chercher à vérifier. C'est ce que beaucoup d'astrologues semblent avoir oublié, c'est que la personne qui vient les voir, elle n'est pas en mesure de vérifier si ce qu'on lui dit est vrai ou pas. Parce que souvent, elle a une identité extrêmement confuse. Elle a appris à gauche, à droite, elle a d'autres différentes identités, et en fin de compte, quand elle demande qui suis-je, c'est-à-dire parmi toutes les choses auxquelles je me suis identifié, quelle est la vraie, en quelque sorte. Donc elle reconnaît dès le départ qu'elle a une capacité d'identification énorme, ce qui est d'ailleurs suspect, bien entendu. Et donc, je dis en mesure, en forme de plaisanterie, je dis que l'observation sert pour beaucoup de gens, enfin, le thème astral, l'astrologie, sert aux gens, non pas pour valider, on ne va pas valider l'astrologie, mais c'est l'astrologie qui va nous valider. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on se sert de l'astrologie en disant, voilà, moi je me comporte comme ceci, comme cela, parce que l'astrologie l'a dit, et elle l'a dit, donc c'est cela en moi que je dois mettre en avant. Et ce qui n'est pas dit par l'astrologie, je dois le rejeter.